D'après un rapport de l'INSEE sorti en octobre 2023, environ 1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela représente près d'un enfant sur 5 ou encore une famille monoparentale sur 4. Qu'elle soit manifeste ou invisible, rurale ou urbaine, la pauvreté prend de multiples formes et appelle des réponses rapides et efficaces au plus près de celles et ceux qui en sont victimes. Ainsi, face à une augmentation du nombre de personnes en situation de précarité et à la diversification des formes de précarité, l'innovation sociale est non pas le levier, mais un levier pour développer des solutions aux besoins non pourvus ou mal pourvus des personnes en situation de précarité. Autrement dit, lors de l'identification d'un besoin sur le terrain, il s'agit d'abord de se poser la question suivante. Une solution existe-t-elle déjà dans le droit commun ? Si c'est le cas, il s'agit d'abord de se rapprocher de cette solution de droit commun. Par exemple, si au sein du groupement des possibles, nous n'avons pas la compétence en interne, nous pouvons construire ou renforcer un partenariat avec un acteur existant qui a cette compétence. Ou encore, si la solution existe, mais est saturée, nous pouvons imaginer travailler un plaidoyer ou la négociation avec des financeurs pour renforcer les moyens. L'innovation sociale arrive uniquement lorsque le constat sur les solutions existantes dans le droit commun ne sont pas satisfaisantes. Il s'agit alors à ce moment-là de mener des réflexions pour construire ou adapter les modalités d'accompagnement pour pouvoir coller au plus près du besoin repéré sur le terrain. C'est donc avec cette volonté d'adaptation continue des pratiques professionnelles aux besoins des publics qu'elles accompagnent que les associations ont inscrit l'innovation sociale au cœur de leur ADN, c'est-à-dire que l'innovation sociale est un des 3 axes structurants de la stratégie associative. Pour en citer un extrait, les associations Oiseaux Bleus et Relais aux Anames ont régulièrement cherché seules ou en partenariat avec d'autres associations iséroises à proposer des réponses nouvelles pour les besoins non pourvus ou émergents des publics en difficulté. Leur implication dans leur réseau, leur veille sociale leur ont permis d'adapter par l'expérimentation des pratiques novatrices en réponse aux problèmes sociaux et personnels rencontrés par les ménages qui leur sont adressés. Expérimentation et adaptation permanente aux besoins sont donc notre ADN associatif. La première expérimentation est née en 1975 avec un service enfant multi-accueil au sein de l'Oiseau Bleu. Depuis 1975, les associations expérimentent sur le terrain des solutions nouvelles dans les secteurs du logement, de l'hébergement, de la santé et de l'emploi à destination des personnes en situation de précarité. Le développement de l'innovation s'est ainsi fait au sein des associations juste là par opportunité. Par exemple, réponse à appel à projet, identification d'un nouveau besoin suite à une évaluation d'un dispositif, veille de l'existence sur les dispositifs présents au sein d'autres territoires, par exemple d'autres départements ou d'autres régions, constat partagé avec des professionnels et des publics accompagnés, recherche-action, etc. Or, depuis plusieurs années, les associations font face à une évolution du contexte institutionnel. En particulier, 2 principales transformations. Une logique plutôt de partenariat, de co-construction avec les institutions locales vers une logique d'opérateur. Ou encore la transformation des modèles économiques, d'une logique encore une fois de co-construction avec les institutions locales vers des modalités plutôt type appel à projet. Cela renforce et induit les logiques de concurrence entre associations. L'évolution de ce contexte ont ainsi amené les associations à se restructurer pour être en capacité de répondre et de s'adapter. On constate notamment l'apparition de nouveaux métiers, par exemple chargé de communication, chargé de développement, chargé d'innovation, et aussi l'apparition de nouvelles pratiques professionnelles, par exemple travail pair, participation, etc. On constate également des logiques de regroupement pour garder un poids politique, faire face aux gros qui s'essaiment dans les différentes régions, pour mutualiser les moyens ou encore pour répondre à des besoins, à des situations complexes qui nécessitent une complémentarité des compétences autour de la situation de la personne. En 2021, dans ce contexte, avec un portage politique de la gouvernance associative et de la direction, un poste de direction adjointe innovation a été ainsi recruté pour structurer l'innovation au sein du groupement des possibles. Pour cela, depuis 2021, la direction adjointe innovation a mené les réflexions autour de la création d'un lab en 3 étapes. Étape 1, d'octobre 2021 à juin 2022, la réalisation d'un diagnostic approfondi.
pour répondre aux questions de type qu'est-ce qu'il existe, quels sont les besoins en termes d'innovation, comment fonctionne un lab, etc. Étape 2, depuis septembre 2022, la création et l'animation d'un groupe de travail constitué d'administrateurs, de la direction, de chefs de service et de salariés pour co-construire le lab, c'est-à-dire que fait le lab, qui fait quoi au sein du lab et le lien entre innovation et cœur de métier. Étape 3, l'appui méthodologique de 10 expérimentations, 6 expérimentations déjà existantes dans leur développement, leur pérennisation et 4 nouvelles dans leur construction, leur lancement, leur développement. Cela a permis, par l'expérimentation, de mieux définir le rôle du lab sur la base des retours concrets terrain et de l'implication des différentes parties prenantes de l'association. Le lab, aujourd'hui, c'est donc un outil interne permettant à la fois de répondre aux besoins non et mal pourvus des publics en situation de précarité et d'être force de proposition pour l'évolution des pratiques professionnelles et du cadre politique sur la base des retours terrain concrets. Sa structuration via des process clairs, par exemple le process Go-No-Go, vise à assurer un alignement entre les besoins terrain, la stratégie associative et le cadre politique pour garder un équilibre entre les injonctions institutionnelles et les pratiques professionnelles que nous souhaitons défendre. Enfin, l'appui méthodologique en termes de gestion de projet qu'il propose assure la complémentarité des compétences entre développement de projet et expertise thématique. Les deux sont essentiels à la bonne réalisation d'une expérimentation. Découvrons le lab au travers de 3 expérimentations. De l'identification du besoin à la pérennisation, par quelles étapes passe une expérimentation? Et quel est le rôle du lab? Ce sont les 2 prochaines questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Pour cela, nous avons choisi 3 expérimentations qui sont à des étapes différentes et sur des territoires, des publics, des thématiques représentatives des actions que nous portons. Expérimentation 1, Cap-Vert, le 16 JR, lancé en 2023, en phase d'expérimentation sur le territoire Voironnais, Chartreuse, Saint-Marcellin, porté par le pôle jeune. Il vise au repérage, à la mobilisation et à l'accompagnement des jeunes dits en rupture. Expérimentation 2, Cohérence, propose des actions santé, logement et langue française au sein des chantiers d'insertion pour renforcer l'accompagnement des salariés en insertion. Jusque-là sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, porté par Via 38, Cohérence est en phase de pérennisation. Expérimentation 3, HAO, une expérimentation prémisse à l'époque du CHRS Hors-les-Murs, devenu aujourd'hui un dispositif de droit commun du service du Nord-Isère. En 1997, on a fait le bilan d'activité, on travaillait avec les collègues sur le bilan d'activité de l'ASL, Accompagnement Social Logement. Donc accompagnement social logement, il y avait des mesures simples et des baux glissants. Et c'est vrai qu'on se rendait compte que l'ASL, on nous demandait de traiter les problèmes de logement, donc les problèmes d'endettement, d'impayés de loyer, etc. Mais on se rendait compte également qu'il y avait plein d'autres problématiques. En fait, ça nous faisait un peu penser à l'iceberg. Effectivement, la pointe de l'iceberg, c'était les problématiques logement. Mais on s'est rendu compte qu'au-dessous de l'iceberg, il y avait tout ce qui était problématique budgétaire, d'insertion professionnelle, de problèmes éducatifs, de santé. Enfin, il y avait toutes ces problématiques-là. Et nous, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de réfléchir un dispositif et travailler un projet pour prendre l'ensemble de la situation de la personne, c'est-à-dire les problèmes de logement, certes, mais aussi en essayant de traiter les autres problématiques pour que justement ce logement ou le futur logement soit réellement pérenne, qu'on n'ait pas juste un petit peu colmaté les brèches. C'est quoi le go-no-go? C'est de se dire quand on a une opportunité de type appel à projet, contrat d'engagement jeune pour les jeunes en rupture, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Sous quelles conditions on y va? Donc pour Cap-Vert, la condition qu'on s'est posée,
On s'est dit que c'était dommage en fait de perdre l'expertise qu'on avait, ou l'expertise, en tout cas l'expérience qu'on avait acquise dans le cadre des pics invisibles, et qu'on souhaitait, notamment parce que Pod Jeunes porte l'expertise d'accompagnement des jeunes, qu'on souhaitait du coup poursuivre pour ces jeunes-là aussi en rupture, de pouvoir les accompagner avec les modalités qui soient adaptées à ce public-là. Que ce soit de l'accompagnement par de l'hébergement, de la santé, de l'emploi, enfin tout type d'accompagnement, en tout cas répondre à l'ensemble des thématiques qui concernent ces jeunes-là. Et donc là, on s'est dit que oui, c'était pertinent en tout cas en termes de contenu du projet et d'expertise qu'on peut avoir en interne. Et deuxièmement, la condition qui nous a fait y aller, c'était qu'on a proposé un projet avec du coup un financement associé qui était de se donner les moyens du projet qu'on souhaitait mettre en place, et que c'était un peu notre deuxième condition, de se dire oui, on y va si et seulement si on a les moyens pour mettre en place le projet tel qu'on l'a imaginé. Et donc on a eu les financements qu'on avait demandés. On avait des objectifs très précis et qui étaient des objectifs logement, c'est-à-dire des objectifs payer son loyer, reprise de paiement de loyer, traiter l'endettement et puis démarches administratives. Voilà, donc on avait ça. Sauf que nous, on s'est bien rendu compte, bien sûr, qu'on le faisait, hein, ça, il fallait le faire et il faut le faire même encore aujourd'hui, mais on était très frustrés parce qu'on voyait bien que ça, c'était bien de le faire, mais qu'il fallait pousser un petit peu plus loin la réflexion, et la réflexion pour les gens, c'est-à-dire qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent vraiment s'imprégner de qu'est-ce qui s'est passé pour eux, pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Alors certes, ils n'ont pas payé le loyer, ça c'est une conséquence, on n'a pas payé le loyer. Mais pourquoi on n'a pas payé le loyer? Parce que effectivement, un des membres de la famille ou les deux membres de la famille ne travaillent plus. Pourquoi ils ne travaillent plus? Parce qu'il y en a un qui est tombé malade, et voilà, etc. Et de pouvoir effectivement remettre quelque chose de solide dans notre accompagnement pour que ça soit solide dans leur reconstruction, on va dire. Et en fait, c'est ça qui nous manquait. C'est-à-dire qu'on avait des objectifs qui étaient beaucoup trop ciblés, et ciblés logement. Du coup, à l'époque, une stagiaire, Camille, qui était sur le dispositif STEPS, a pu réaliser en fait tout le montage du projet. Elle a réalisé d'abord un diagnostic sur les besoins de ces publics-là pour être accompagnée hors emploi sur les autres thématiques. Elle a aussi réalisé une veille sur les dispositifs existants et une étude comparative entre l'ensemble de ces dispositifs. Le point de départ, c'était que la mission locale qui coportait avec le CODES du coup Avenir sur le Pays Voironnais ne pouvait pas porter le 16 jeunes en rupture. Donc partant de là, il fallait identifier quel autre porteur pouvait porter ce projet, et si on souhaitait en fait continuer suite au bilan du PIC Invisible, si on souhaitait continuer à développer des actions autour de ce type de public-là. Donc nous, on s'est rapproché de la mission locale, puisqu'on était partenaire d'Avenir. On s'est rapproché de la mission locale et de l'ensemble des partenaires qui étaient présents dans le cadre d'Avenir, puisqu'Avenir, c'était un consortium d'acteurs, notamment avec la mission locale, la prévention spécialisée et d'autres acteurs complémentaires en termes de compétences pour accompagner ces jeunes-là. Et donc, personne ne souhaitait porter le projet, si ce n'est idéalement la mission locale, mais qui ne le pouvait pas. Donc on est reparti, donc on s'est proposé du coup de porter ce projet-là, et on a construit avec ces partenaires-là et avec les services qu'on a en interne, en particulier bien entendu le pôle jeune qui porte l'expertise d'accompagnement des jeunes sur le Pays Voironnais, Cœur de Chartreuse, pour pouvoir construire les actions dans le cadre de Cap-Vert. En partant bien entendu de l'existant, qu'est-ce qu'il existe dans le droit commun, en partant du bilan du PIC invisible, donc à venir, et en étant force de proposition sur ce que nous, on pouvait imaginer comme nouvelle modalité d'accompagnement, de repérage, de remobilisation de ces jeunes-là. Le Relais Ozanam a répondu à l'appel à projet sous forme de consortium avec 7 autres partenaires
qui apparaissent ci-dessous, avec qui nous avons co-construit et nous co-portons le projet. On était 3 dans l'équipe, c'est-à-dire 2 travailleurs sociaux plus la chef de service. Donc on a vraiment travaillé ce projet ensemble. Ensuite, on l'a présenté au directeur de l'association de l'Oiseau Bleu, avec qui on a aussi retravaillé un peu des thèmes. Et c'est ensuite où c'est le directeur, la chef de service et les financeurs qui ont travaillé ensemble. Ce dispositif HAO, on a véritablement mis toute l'énergie, puisque ça a pris plusieurs années. On a pris notre bâton de pèlerin pour aller toquer à la porte des institutions et des acteurs locaux pour faire valoir et la pertinence et les modes de financement. Dans ce cadre-là, on a pu aboutir, certes au bout de plusieurs années, mais d'où l'acharnement, il ne faut jamais se résigner, à un cofinancement du département, aujourd'hui on dirait le conseil départemental, et de l'État, aujourd'hui on dirait la DETS, donc quelque chose qui a été porté collectivement et qui s'est inscrit dans ce qu'on appelait à l'époque le schéma départemental, qui aujourd'hui prendrait la forme du PALI, du programme d'accès au logement des personnes défavorisées en Isère. Donc le directeur allait le présenter chaque année pour avoir un financement. Donc pendant plusieurs années, on n'avait pas ce financement-là. Et en 2005, donc on nous a demandé en début d'année 2005 que cet accompagnement, ce dispositif soit en expérimentation, on va dire, soit expérimenté. Temporalité, rencontre et essai. On essaye des choses. Ça marche pas, mais voilà. Pour s'adapter au plus près des besoins des jeunes, nous faisons appel à tous les partenaires de droit commun qui peuvent exister sur le territoire Pays Voisins-Cœur de Chartreuse. On en a rencontré déjà plus d'une centaine. Mais aussi, on a fait le choix de faire appel à des partenaires extérieurs, hors territoire, pour qu'ils puissent apporter sur le territoire leurs compétences et que nous, on puisse rapprocher ces jeunes de ces compétences-là. Donc le but, c'est d'aller faire le lien avec les partenaires pour à la fois voir ce qui existe, à la fois voir où il y a des manques et créer des actions nouvelles, supplémentaires, pour répondre au mieux aux besoins là où il y aurait des manques. Cohérence, c'est un dispositif qui s'adresse aux chantiers d'insertion, donc qui sont des structures qui embauchent des personnes très éloignées de l'emploi et qui proposent un accompagnement à ces personnes pour accéder à un emploi classique. Elles ont déjà des actions qui existent autour de la santé, du logement et de l'apprentissage de la langue, mais Cohérence vient apporter des actions individualisées sur le lieu de travail. La mise en place des actions, elle s'est faite en lien donc avec les structures et pour répondre à leurs besoins. On a essayé diverses choses et notamment on a pu mettre en place des ateliers de sophrologie pour répondre à la problématique de gestion du stress. Pour le coup, c'est une action qui a moins bien marché puisque les salariés n'y ont pas vu le sens direct avec l'emploi, même si la question de la gestion du stress reste importante et qu'il va falloir trouver une autre façon d'intervenir. Cohérence intervient aussi sur la thématique logement. Il y a un dispositif qui s'appelle Logement Toujours IAE, qui est un accompagnement en fait, renforcé au logement pour les personnes qui sont salariées des structures en insertion. C'est un accompagnement renforcé de 6 mois qui est fait par le Salto aujourd'hui. Et du coup, ce dispositif aujourd'hui intègre Cohérence, puisqu'on est sur la thématique logement, que Cohérence intervient sur la thématique logement auprès des structures d'insertion.
Donc ce dispositif fonctionne depuis quelques années, fonctionne bien, mais aujourd'hui on est en train de le faire évoluer pour qu'il réponde encore mieux aux besoins des structures d'insertion par l'activité économique. Alors, moi, je suis Dominique Tanchot, chargé d'insertion pour l'association Cycle & Go qui porte un chantier d'insertion. Nous, on travaille avec Cohérence dans le cadre du FLE. Donc, on a des cours de français sur place dans nos locaux, ce qui est relativement magique pour nos salariés, hein. Il n'y a pas de trajet, ils ne vont pas ailleurs, ils sont chez eux, ils sont à l'aise. Et en plus, c'est individualisé. Alors, on est passé par différentes phases au niveau de l'équipe, où effectivement, une première phase où on était pleine, on va dire, d'entrain, de bonne volonté. On a rencontré plein de monde, on a rencontré beaucoup de partenaires pour effectivement faire connaître ce projet. Ça a porté ses fruits avec l'atelier de lancement où effectivement il y avait une 60aine de partenaires. Donc là, on était quand même contente de cette réussite. Ensuite, très rapidement, on s'est mis en pratique. Maintenant que les partenaires nous connaissaient, on a rencontré les jeunes. On a commencé à rencontrer nos premiers jeunes, où là, en fait, on se rendait compte qu'il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, voilà, vraiment, c'était au compte-gouttes. On a rencontré un par un. Et on a réfléchi ensemble. On s'est dit, on va essayer de mettre en place des actions pour faire du repérage de nouveaux jeunes. Donc là, on a essayé, avec le consortium, on a aussi réfléchi à des programmes d'action. À un moment donné, sur un aller vers, donc les collègues continuaient quand même à faire de l'aller vers auprès des partenaires. Et il y a un jour, une référente de parcours qui est montée en Chartreuse. Et l'animateur jeunesse de Chartreuse nous a transmis 6 coordonnées de 6 jeunes qui étaient en difficulté. Et là, on les a contactés et sur les 6, il y en avait 5 qui répondaient aux critères de rupture. Et donc du coup, là, ça a remis un petit peu de dynamisme dans l'équipe. Et on a pu repartir un petit peu sur l'accompagnement, sur la mise en place d'actions. Voilà, ça nous a redonné un petit peu d'énergie. Voilà. Au bout de 10 mois de fonctionnement, on a réussi à trouver notre place sur le territoire. Je dirais les succès, il y a l'atelier mobilité, où effectivement les jeunes ont répondu présent à chaque fois. Sur les différents territoires sur lesquels on a pu mettre en place cette action, à chaque fois les jeunes étaient présents. La dynamique de groupe au niveau du collectif des jeunes a été très progressive. Et effectivement, on a voulu mettre en place des actions tout de suite pour nourrir le projet, pour nous nourrir nous aussi. Et en fait, je pense qu'on a brûlé des étapes et qu'il nous manquait des jeunes pour répondre à cette dynamique-là. Donc le projet Cohérence a bénéficié en 2022 d'une évaluation par le cabinet Pluricité qui est venu conforter les besoins qui avaient été identifiés au début et la pertinence des actions mises en place, donc autour, encore une fois, santé, langue et logement. Du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler à la pérennisation du dispositif pour permettre aux actions de perdurer. Et donc, nous menons un travail avec les partenaires pour la recherche de financement, la construction de projets et la mise en œuvre de ça plutôt sur 2024. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que jusqu'à maintenant, Cohérence était un dispositif qui était plus lié à l'innovation et aujourd'hui s'intègre vraiment au service emploi du groupement, donc le service VIA 38, qui est le service d'accompagnement à l'emploi du groupement des possibles. Et du coup, comme Cohérence intervient sur la thématique emploi à destination des structures d'insertion par l'activité économique, il se rattache aujourd'hui au service VIA 38, qui est aussi le service qui fait le lien entre les structures d'hébergement et les structures d'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, en parallèle de l'intégration du service VIA 38, avec Elodie, on est en train de remettre à jour le diagnostic auprès des structures d'insertion du territoire, donc Grenoble-Alpes Métropole, mais aussi le Pays Voironnais, puisque
suite aux besoins qui sont remontés, le territoire s'est étendu. On est aussi dans une phase de recherche de financement pour justement assurer la pérennisation des actions et travailler avec les partenaires pour la mise en place des nouvelles instances de pilotage autour du programme Cohérence. Du coup, donc aujourd'hui, on l'a dit, Cohérence est intégrée au service emploi du groupement des possibles. Donc, le fait d'être intégré à ce service permet d'avoir le lien vraiment de proximité avec les collègues et aussi avec le public, avec la thématique en fait emploi qui est quand même le cœur de Cohérence, pardon. L'appui aussi qu'on peut avoir par ailleurs de Christelle sur les thématiques transversales, les échanges avec les autres chargés de mission sur la méthodologie de projet, la recherche de financement, le diagnostic ou autres thématiques, nous permet aussi d'être plus à l'aise sur notre poste et de pouvoir mêler la thématique cœur de métier et vraiment l'emploi de chargé de mission. Et du coup, ça passe à la fois par des temps bien formalisés, des temps de réunion avec Christelle, avec éventuellement les chargés de mission, enfin voilà, sur des temps d'échange de pratiques, mais aussi des interpellations plus au fil de l'eau, selon le besoin du moment, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on est pleinement intégrés au service VIAE 38 et du coup, on participe à la vie de l'équipe et on a pour responsable hiérarchique la chef de service du service emploi et le lab vient vraiment en soutien méthodologique et retour d'expérience. Pour moi, c'est un appui, un soutien méthodologique et de gestion de projet où effectivement découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière un projet. Donc la dimension administrative, la dimension financière, la dimension expérimentale. Et je dirais aussi un petit peu sortir de la tête du quotidien ou prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de recul par rapport à nos pratiques. Cette mise à hauteur permet aussi de faire un petit peu bouger le cadre et faire remonter au niveau des politiques certaines actions sur le terrain. Je m'appelle Mathieu Argotti, je suis président du Relais Ozanam et donc vice-président du groupement des possibles. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la logique du lab, c'est qu'en tant que membre du conseil d'administration, du bureau, je ne suis pas au quotidien dans les établissements, dans les services du groupement des possibles. Et donc, je n'ai pas ce lien direct aux personnes qu'on accueille, qu'on accompagne. Or, je sens bien qu'une association, ça ne peut pas rester statique, qu'il faut qu'on fasse évoluer nos pratiques, nos services, nos offres à ce qui se passe sur le terrain. Et pour moi, le lab, c'est le moment où les salariés, ceux qui sont vraiment au quotidien sur le terrain, travailleurs sociaux, secrétaires, tous les salariés des associations vont croiser leur regard avec le nôtre, ceux des administrateurs, et puis de tous les partenaires, pour faire émerger à la fois ce qui se passe et ce qu'il faut qu'on fasse demain. Voilà, pour moi, cette logique d'apprendre à partir du terrain à faire ce qu'on doit faire demain, c'est ça ce qui est pour moi la plus-value du lab. Donc, l'innovation pour la direction, c'est une approche agile qui doit pouvoir se baser sur l'expérimentation, mais qui dit expérimentation dit un ajustement continu. C'est un axe stratégique qui s'inscrit dans un processus d'accompagnement, mais un processus d'accompagnement qui doit être collaboratif et dynamique. Pour la direction, il est essentiel que cette démarche puisse s'appuyer sur le terrain, bien entendu, et l'expérience des intervenants sociaux, quels qu'ils soient, et bien sûr les cœurs de métier. Il s'agit par cette démarche et cette méthodologie de pouvoir valoriser davantage et peut-être mutualiser encore plus les savoir-faire, les bonnes pratiques, et de pouvoir être force de plaidoyer et de créativité. Pour moi, le GT Lab, c'est un lieu où on peut prendre le temps de penser, de réfléchir ensemble et où la parole des salariés de base est prise en compte. Ça permet de répondre à des besoins qui ne sont pas pris en compte parce que c'est sur le terrain qu'on voit ce qui manque. Pour moi, il ne faut pas attendre des politiques qui proposent des prises en charge adaptées. Il faut vraiment partir de la base pour proposer des prises en charge qui nous semblent adaptées. C'est important pour moi qu'il y ait des gens de terrain qui fassent remonter leur expérience et de dire ce qui peut pouvoir être mis en place ou pas, parce que pour que les solutions qui soient proposées soient adaptées aux vrais besoins du terrain. J'ai vécu un plan social chez un ancien employeur. Pour moi, ce plan social venait aussi beaucoup d'un manque d'adaptation des solutions proposées aux besoins des personnes. Il n'y avait pas assez de diversité des financements, pas de réflexion sur le moyen terme, sur la pérennité des financements et des besoins.
J'aime beaucoup faire bouger des choses dans les associations dans lesquelles je travaille et je pensais que le GT Lab, c'était un bon moyen pour faire bouger des choses. Il est aussi important pour moi de savoir ce qui va se passer, les projets au niveau du groupement, comment ils sont mis en place. Ce GT Lab permet de mieux connaître les collègues, de se sentir appartenir à un groupe. Et le fait qu'il y ait différents profils de personnes pour réfléchir ensemble est aussi quelque chose qui m'a beaucoup motivée pour intégrer ce GT Lab. Donc pour moi, le GT Lab, c'est un espace de travail collaboratif où on va un peu remettre en question nos convictions et nos certitudes dans un contexte où on a nécessité à le faire, un contexte qui est de plus en plus mouvant, où il faut savoir s'adapter et pouvoir proposer la meilleure solution aux besoins des personnes qu'on accompagne. Pourquoi le GT Lab? C'est pour moi l'occasion de mieux accompagner les équipes dans cette perspective de changer une attitude de pensée par rapport à l'accompagnement tel qu'il est pratiqué actuellement, tel qu'il a pu être pratiqué et tel qu'il sera pratiqué plus tard et sera forcément d'une manière différente. De l'ensemble de ces témoignages, nous avons pu voir que chaque expérimentation a son histoire et que pour chacune d'entre elles prenne forme et prospère, le lab peut faciliter leur émergence, leur modélisation, leur expérimentation, leur pérennisation, voire même leur essaimage si cela est adapté. Une autre condition essentielle, c'est l'approche collaborative, c'est-à-dire le croisement de regards entre salariés, partenaires, direction, administrateurs. Le lab se veut être un espace de rencontre pour croiser ces regards. C'est pourquoi nous souhaitons aller un cran plus loin dans la structuration de ce lab. Pour cela, en 2024, nous nous fixons 3 objectifs. Objectif 1, préciser le qui fait quoi au sein du lab pour que ce soit compatible avec le quotidien de chacun. Objectif 2, mobiliser davantage de ressources humaines et matérielles complémentaires au poste de direction adjointe innovation pour être en capacité d'être ressources à l'ensemble des services du groupement des possibles. Objectif 3, identifier d'autres besoins prioritaires qui pourraient devenir sur 2024 les expérimentations appuyées par le lab. Vous l'avez compris, le lab ne peut se construire et fonctionner qu'avec vous. C'est pourquoi en 2024, nous continuerons à vous inviter à la co-construction de ce lab. Merci pour votre attention et à bientôt pour la suite.